Bonsoir, bonsoir. Comme vous le savez, donc aujourd'hui on va consacrer la séance à Heidegger et on va voir notamment ce qui est très manifestement, ce qui a évidemment servi de matière pour Sartre et ce qui éventuellement a été négligé ou modifié par Sartre. Ça va apparaître quand même assez clairement et je finirai la séance par un rapprochement avec toute la question récente autour des carnets noirs, donc l'antisémitisme de Heidegger et le rapport avec sa philosophie, entre son antisémitisme et sa philosophie, de quelle manière est-ce qu'il y a tout de même un lien. On en était resté à la séance précédente à la distinction entre l'entente existentielle et l'entente existentielle. Donc entente au sens de compréhension. Nous avons une compréhension de nous-mêmes et une compréhension... Je vous avais dit de porter vos papiers la semaine dernière. Donc, entente au sens de cette compréhension que nous avons toujours, mais de manière très vague, de notre propre être et de l'être de l'étant, puisqu'on utilise le mot être à tout moment et à propos de tout, mais qui doit se transformer en une véritable connaissance ontologique, donc une véritable connaissance de l'être et du Dasein et des étangs qui ne sont pas le Dasein. Et donc c'est de cette manière-là qu'on passe d'une entente existentielle, c'est-à-dire une entente de notre propre existence sur le mode courant et vague et non interrogé, à une entente existentielle. Donc le passage à la voyelle A sert toujours à indiquer qu'on passe au niveau ontologique, c'est-à-dire au niveau de vraiment une étude de l'être des choses. Cette fois-ci, on affronte, on essaie de comprendre l'être de l'étang. Je vous avais dit aussi que l'existence, c'est le mode d'être propre au Dasein. Donc on ne va plus dire que n'importe quoi existe, on va réserver le mot pour le Dasein. Seul le Dasein existe, les autres étangs sont, tout simplement. Donc l'existence, c'est un mode d'être qui se révèle, d'après Heidegger, par des existentiaux. Donc les existentiaux, c'est un terme qui reprend de la philosophie du Moyen-Âge, mais il en fait tout autre chose. Et c'est pour lui les équivalents, donc un existentiel des existentiaux, un équivalent de ce qu'on appelle aussi les catégories pour tous les étangs quelconques. C'est-à-dire qu'on peut toujours connaître un objet à partir de grandes catégories, c'est-à-dire de types d'attributions qu'on peut attribuer à propos d'un domaine quelconque. Par exemple, la quantité, la qualité, pour prendre des catégories plutôt aristotéliciennes, mais reprises aussi par Kant, ou l'existence, la possibilité, la nécessité, ceux qui sont, d'après Kant, des catégories universelles, ça s'applique à tout, de tout objet quelconque, on peut demander est-ce qu'il est simplement existant, ou est-ce qu'il est seulement possible, ou est-ce qu'il est en plus nécessaire. Donc ce sont des catégories de propriétés qu'on peut attribuer à des objets. Et donc, de même qu'on fait ça pour les étangs, en ce qui concerne le Dasein, on ne va pas passer par des catégories de ce type-là, on va passer par des existentiaux, mais qui sont aussi des propriétés du mode d'être du Dasein. Donc, comme le Dasein a un mode d'être tout à fait particulier, il a aussi des propriétés tout à fait particulières. Et vous allez voir par les exemples ce qu'il entend exactement par là. Le mode d'être, un des modes d'être les plus importants attachés au Dasein, c'est l'être au monde. L'être au monde, qui n'est pas l'être dans le monde, être au monde. Alors, on l'écrit avec des traits d'union parce que en allemand, il peut le mettre en un mot, quoi. C'est la traduction qui est obligée d'introduire ça pour dire que c'est un seul mot. En allemand, c'est un seul mot. Donc, l'être au monde, c'est
Alors, il faut décomposer cette expression, et cette expression, dans son unité, elle désigne ce que Sartre et Husserl essayaient d'exprimer sous la forme de la conscience et son objet. La conscience était inséparable de son objet, comme on l'a vu, donc chaque fois qu'elle posait son objet, en même temps elle avait conscience d'elle-même, sans se poser elle-même, mais d'elle-même comme justement intuitionnant son objet. Donc on avait vu que c'était une entité dont on ne pouvait pas séparer les deux éléments, si ce n'est analytiquement, si ce n'est pour les étudier. Et bien ici c'est pareil, l'être au monde c'est une entité du même type, et au fond Heidegger essaye de dire la même chose, mais il le dit simplement autrement que Husserl et ensuite Sartre. Et il faut comprendre que l'être haut, par un jeu étymologique en fait sur le mot, Heidegger veut dire que ça signifie séjourner auprès d'eux, habiter, être familier avec. Donc ça désigne la familiarité qu'on a, et qu'on a avec quoi? Avec le monde qui n'est pas simplement la Terre ou l'univers, c'est-à-dire le monde physique, mais qui n'est pas non plus la totalité des étangs, puisque totalité qu'on ne peut pas saisir, mais qui est l'environnement avec lequel le Dasein est en relation constamment. Donc le Dasein, en fait, ce qu'il est important de comprendre par là, c'est qu'il est absolument inséparable de son monde. Le Dasein est toujours dans un environnement qui lui est familier, dans lequel il a ses habitudes et qui constitue son monde. On le dit parfois, c'est quel est ton monde, je veux dire, tu es bien dans ton monde, ou bien tu as été obligé de sortir de ton monde, etc. Donc c'est ça le monde. Mais ça va au-delà de la sphère privée. Ce n'est pas seulement la sphère privée, c'est aussi le monde public, mais au sens où on le fréquente habituellement, au sens où on a des relations habituelles avec lui. Et la relation justement qu'on a avec les étangs dans cet être le plus habituel qui est le nôtre de l'être au monde, c'est une relation qu'il appelle de préoccupation. Et de nouveau, préoccupation ne doit pas être pris dans le sens le plus courant du terme, comme cette inquiétude, ce tracas, mais plutôt comme le fait d'être dans l'utilisation, dans l'usage. Et d'ailleurs, la préoccupation nous met en rapport avec des étangs comme des outils. Outils, dans un sens assez large, de choses qui s'utilisent, qui s'instrumentalisent en vue de nos projets, même si ce n'est pas explicite. Ce n'est pas seulement les outils au sens strict, comme le marteau, etc., mais en fait, tous les étangs avec lesquels nous avons des relations dans la vie quotidienne, nous avons cette relation sous la forme de l'utilisation. Et cette utilisation ouvre à des cercles de plus en plus larges, renvoie chaque fois à des cercles de plus en plus larges de l'environnement, parce qu'on a ce qu'on est en train de faire à un certain moment dans un endroit bien précis, avec des objets bien précis, mais ces objets renvoient à ce qui les a produits, ou à ce en vue de quoi on fait ce travail, cette occupation, qui renvoie à d'autres hommes qui ou bien sont intervenus dans la fabrication, ou bien sont les destinataires, ou bien sont ceux avec qui on collabore, etc., eux-mêmes renvoyant à d'autres, etc. Et par renvoi successif, on étend de cette manière son monde familier, mais qui est toujours un monde de l'usage. On est entièrement dans l'usage, dans l'activité quotidienne, qu'elle soit productive ou de loisirs, ou peu importe. Donc, je vous cite quelques exemples d'activités qui relèvent de la préoccupation. Vous allez voir que c'est très très étendu, c'est la plupart des choses qu'on fait en fait quotidiennement. C'est avoir à faire avec quelque chose, produire quelque chose, prendre soin de quelque chose, employer quelque chose, abandonner quelque chose et le laisser perdre. Donc même perdre, c'est encore en rapport avec l'usage, puisque c'est dans un sens négatif, mais par rapport à l'usage. Entreprendre, imposer, rechercher, interroger, considérer, discuter, déterminer. Et aussi des modes qu'il appelle déficients, Sartre dirait négatifs, comme s'abstenir, négliger, renoncer, se reposer. Même se reposer, en fait, c'est encore par rapport à l'usage, ça permet de reprendre des forces pour reprendre l'usage, et puis ça nous met en rapport avec des étangs qu'on utilise, le fauteuil, le lit. Donc voilà l'environnement le plus familier. Y compris d'ailleurs un environnement naturel.
puisqu'on est renvoyé aux matériaux qui ont servi à construire tous ces objets dont on fait usage. Donc notre monde environnant, notre monde de l'utilisation, notre monde de la préoccupation inclut une grande partie du monde naturel, puisque une grande partie du monde naturel auquel on se réfère habituellement, c'est pour l'utiliser le bois, l'eau et d'autres ressources. Ce n'est pas, par conséquent, le plus souvent le monde de la connaissance, mais ça peut le devenir. Et pour passer au mode d'être de la connaissance, ce qu'il faut faire, c'est suspendre la préoccupation. Il ne faut plus envisager les objets simplement dans leur être sous la main, comme on avait vu la semaine dernière, plus simplement dans leur simple utilité pratique, mais se demander vraiment ce qu'ils sont, leur fonctionnement, essayer de les identifier, de les déterminer. Ça, c'est l'attitude scientifique. Mais y compris dans l'attitude scientifique, Heidegger insiste sur le fait qu'il n'y a pas une séparation entre le sujet et l'objet. C'est quelque chose que tous les phénoménologues vraiment prennent à cœur, de ne jamais réinstaurer une séparation entre le sujet et l'objet, parce que ces objets nous façonnent aussi bien que nous les façonnons. Nous sommes inséparables d'eux aussi bien que eux n'existent en tant que tels que grâce à nous. Donc c'est une interpénétration, aussi bien dans la relation scientifique de connaissance que dans la relation quotidienne. C'est une interpénétration entre le Dasein et les étangs qui forment son monde ambiant. D'ailleurs, Heidegger, bien entendu, reprenant la méthode phénoménologique, ne la reprend pas de la même manière que Husserl et Sartre, c'est-à-dire qu'il ne met pas au départ de la méthode la suspension ou la réduction phénoménologique. Donc on avait vu chez Husserl, qui est le professeur de Heidegger, donc c'est sûr qu'il est très influencé par lui, mais là il ne le suit pas. Il ne fait pas comme Husserl, de vouloir réduire le sujet à la conscience pure, la conscience transcendantale, ou l'ego transcendantal, c'est-à-dire le dépouiller de toutes ses particularités, de toutes ces influences qui ne sont pas strictement ce qu'il est en train d'intuitionner. Donc essayer de le réduire à un pur sujet intuitionnant, Heidegger ne le fait pas. Et de même pour l'objet, il n'essaie pas de le rendre pur phénomène intuitionné. En fait, au contraire, Heidegger considère toujours le Dasein comme inséparable de sa culture, comme plongé dans une culture et dans une histoire, de laquelle il ne servirait à rien, en fait, de le dépouiller, on ne le considérerait pas mieux. Il lui semble, lui, que le point de départ, pour saisir le mieux possible l'être du Dasein, c'est de le considérer justement dans son attitude la plus fréquente, dans son attitude telle qu'il est d'abord et le plus souvent, donc d'abord, c'est-à-dire le plus spontanément, son attitude la plus spontanée et le plus souvent, c'est-à-dire son être quotidien, justement. Cet être donc de la préoccupation, de l'activité. Et il ajoute que, pour cette raison, la phénoménologie du Dasein doit être une herméneutique. Une herméneutique qui signifie une interprétation. Et l'herméneutique, c'était au départ une méthode d'interprétation de la Bible. Ce sont les théologiens qui ont commencé à développer toute une méthode d'interprétation de la Bible, sachant qu'ils ne pouvaient plus la prendre à la lettre, c'est au début du XIXe siècle, et donc il fallait déployer toute une méthode d'interprétation, notamment à partir de l'histoire, de l'archéologie, de diverses disciplines de sciences humaines, ce qu'on appellera plus tard les sciences humaines. Et quelqu'un qui a beaucoup influencé Heidegger, qui est de la génération juste avant lui, c'est Dilthey, qui est un philosophe et qui a fait pas mal d'études de psychologie aussi, mais surtout, il est surtout connu pour avoir séparé la méthode qu'on doit mener dans les sciences naturelles et la méthode qu'on doit mener dans les sciences humaines. Il pense que tout ce qui est les sciences humaines comme psychologie, sociologie, philosophie bien sûr, histoire, ne sont pas des connaissances qui peuvent suivre la rigueur scientifique, mais qui doivent être interprétatives.
cette notion d'interprétation donc, est reprise par Heidegger, et ça a d'ailleurs causé une certaine controverse avec Husserl, qui est très critique par rapport à Dilthey, qui estime au contraire que la philosophie doit être aussi rigoureuse qu'une science. Donc là, il y a une certaine infidélité de Heidegger qui va du côté de l'herméneutique, et donc du côté aussi de l'histoire. Et on va voir à quel point l'histoire est une approche importante pour lui, pour son étude du Dasein. Et d'ailleurs, ça va avoir des répercussions sur sa conception politique. On va voir donc par quel enchaînement. Donc l'analyse du sens de l'être, du Dasein en tant qu'existence, révèle chez Heidegger, de la même manière qu'on l'a vu chez Sartre, l'indétermination de cette existence. C'est-à-dire que là aussi, pour lui aussi, il n'y a pas une essence générale de l'être humain. On ne peut pas dire le Dasein, c'est essentiellement ceci. C'est impossible. Le Dasein, il est son existence, et, dit Heidegger, il a à être son être à chaque fois individuellement. La question de l'être est individualisée par chacun. Elle est propre à chacun. Personne ne peut dire ce qu'est l'existence en général. Il n'y a même pas d'existence en général. Chacun a sa propre existence à faire, chacun a sa propre existence à trouver. Et le Dasein, par conséquent, est ses propres possibilités. Ce n'est pas seulement qu'il a ses possibilités, c'est qu'il n'est rien d'autre que ça. Ce que nous sommes en tant que Dasein, en tant que être, ce sont les possibilités dans lesquelles effectivement nous nous projetons. Donc à tout moment, évidemment, il y a aussi des possibilités qui sont abandonnées, mais nous sommes aussi bien les possibilités que nous avons choisies que celles que nous avons abandonnées, puisqu'elles nous déterminent encore en tant que nous ne les avons pas choisies. Elles nous caractérisent encore en tant que telles. Donc le Dasein est ses propres possibilités. Cependant, le plus souvent, le Dasein ne se trouve pas dans son être propre. Il n'est pas dans cet être qu'il s'est lui-même choisi, en évaluant lui-même ses possibilités et en les choisissant indépendamment de toute influence extérieure. Au contraire, la plupart du temps, le Dasein est pris dans la quotidienneté que Heidegger appelle du « on ». Il est pris, en fait, dans l'être commun, dans l'être de la moyenne, et il perd son individualité, il perd ce qui lui est propre. Il est dans l'inauthenticité, c'est-à-dire il est dans l'impropriété par rapport à ce qu'il devrait pouvoir développer de lui-même. Et c'est ce qu'exprime le texte 6 que vous avez. Le texte 5, j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais c'est ce qu'exprime le texte 6. C'est être dans la moyenne, à l'intérieur duquel tout est tracé d'avance, et tout tracé d'avance, jusqu'où est possible et permis de se risquer, surveille toute exception tendant à se faire jour. Toute primauté est sourdement ravalée. Tout ce qui est original est terni du jour au lendemain comme archi-connu. Tout ce qui a été enlevé de haute lutte passe dans n'importe quelle main. C'est la création. Tout ce que certains ont pu créer avec une énorme difficulté, en y mettant toute leur énergie, toute leur expérience, c'est immédiatement galvaudé, c'est immédiatement mais mal reçu, bien sûr, mal compris, mal reçu, mais dispersé partout. Tout secret perd sa force. Le souci d'être dans la moyenne révèle une autre tendance essentielle au Dasein que nous appelons l'égalisation de toutes les possibilités d'être. Donc cette manière d'être dans la moyenne, cette quotidienneté régie par l'opinion publique, tout le monde juge la même chose, tout le monde parle des mêmes choses, tout le monde s'intéresse aux mêmes choses, tout le monde a le même avis plus ou moins sur les mêmes choses, donc cette espèce de dictature de l'opinion publique ne laisse aucune responsabilité au Dasein, aucune responsabilité justement du choix de ces possibilités. La possibilité, elle est donnée par l'opinion publique, elle est donnée par l'habitude, par le « on ». Et ce « on », ce n'est pas un sujet précis, ce n'est pas la somme de tous les sujets, c'est
en fait un existential du Dasein. C'est de nouveau un existential du Dasein. C'est-à-dire, il est constitutif du Dasein. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en départir et même impossible. Il fait partie du Dasein. Le on fait partie du Dasein. Donc, si vous voulez le dire autrement, en d'autres termes, l'individu est nécessairement formé, nourri, influencé, mais fortement, par le on, donc par ce sujet ambiant de sa société, de sa culture, par l'opinion publique, par en fait, voilà, ce qu'il trouve quand il arrive dans une société. Alors, bien entendu, il n'y a pas que du négatif là-dedans. Comme on l'a vu chez d'autres auteurs, il est certain qu'un individu isolé et qui ne reçoit aucune culture n'est rien, et ne survit même pas. Donc, il ne faut pas le voir seulement en négatif. Le on est nécessaire. C'est pour ça qu'il est un existentiel, qui fait partie de l'être du Dasein. C'est un être nécessaire pour le Dasein. Impossible d'éviter cette influence du public, du social sur l'individu. Mais le problème, évidemment, c'est quand le Dasein n'arrive jamais à se retrouver proprement, n'arrive jamais à trouver ce qui lui est propre, parce qu'il est complètement enseveli sous ce on et ne cherche pas sa parole propre au milieu de cette parole dominante. Chacun est l'autre, dit Heidegger, aucun n'est lui-même. Dans une foule, dans un bus, dans un spectacle, chacun est autre, aucun n'est lui-même. Alors, comment tout de même essayer comment se retrouver, comment retrouver son être propre? Il y a cette possibilité en même temps. Donc, nous sommes doubles, nous avons à la fois cette nécessité de l'être dans la moyenne et à la fois la possibilité de prendre nos distances à certains moments pour nous retrouver proprement. Il faut essayer de voir comment. Il faut essayer de voir comment. En tout cas, ce sera tout un travail dans la mesure où ce qui est premier, c'est l'aliénation. Il utilise le terme. Ce qui est premier, c'est l'aliénation, c'est-à-dire le fait d'être formé par les autres. C'est ça, littéralement ce que signifie le mot. Et la liberté est seulement à gagner. La liberté comme se retrouver soi-même est seulement à gagner au long d'un processus et d'un effort. Donc de prime abord, dit-il, dans « je suis », le sujet n'est pas « je » au sens du soi-même propre, mais bien les autres, à la manière du « on », et la plupart du temps, il le demeure. La plupart du temps, on reste dans cette attitude du « on », on n'en sort pas. Ce ne pas être soi-même, il l'appelle aussi le dévalement. Le dévalement, enfin c'est une des traductions du verbe allemand verfallen. Verfallen, donc tomber, littéralement, en premier, tomber, déchevoir, la chute, on peut dire. Donc il y a un dévalement dans l'être commun, et éventuellement un déchoir. Et c'est le mode d'être le plus proche de nous. C'est là-dedans qu'on est le plus souvent. Le plus souvent, on est dans la déchéance de la moyenne, et pas dans la propriété qui est notre être authentique. Cependant, il est possible de se réouvrir à cet être authentique. Et comment est-ce qu'on peut savoir que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire cette expérience? Eh bien, là aussi, Heidegger, tout à fait comme on l'a vu chez Sartre, montre la réalité de cette possibilité à partir précisément de la fuite. C'est-à-dire qu'à partir du fait qu'il y a bien une fuite dans le divertissement, une fuite dans les étangs du monde social, cette fuite, elle est fuite de quelque chose. Et donc, ce qu'on fuit, c'est le contraire de ça. C'est le contraire du « on » et de la moyenne. Donc, ce qu'on fuit, c'est ça qu'il faut essayer de mieux définir, de mieux saisir, pour pouvoir se saisir soi-même. Et en fait, si on fuit, c'est à cause de l'angoisse. Donc, revoilà de nouveau le concept d'angoisse. Si on fuit, c'est à cause de l'angoisse. C'est parce qu'au moment où on n'est pas dans cet être socialisé, où on n'est pas dans les projets qui nous mettent en rapport avec les autres. Donc, quand on n'est pas dans notre environnement familier, on éprouve l'angoisse.
Et donc là aussi, l'angoisse, c'est une disposition affective négative, où on se sent mal, c'est le fait de se sentir mal, sans avoir d'objet précis qui nous angoisse. La raison de l'angoisse est totalement indéterminée. Elle ne fait face à rien de particulier. Ce n'est pas quelque chose de particulier qui nous angoisse. C'est un sentiment général, contrairement à la peur aussi, qui est toujours la peur d'une menace particulière. Et donc je vous invite à lire le texte 7, qui explique bien ce rapport. Pourquoi l'angoisse nous révèle notre être propre. Le dévalement du Dasein, donc sa chute ou sa déchéance, dans le on, et à même le monde en préoccupation, nous l'avons dénommé une fuite devant lui-même. Mais tout mouvement de retraite devant, tout divertissement de, n'est pas nécessairement une fuite. Je passe certains extraits, ça s'étend, ce sont des analyses qui s'étendent sur des pages et des pages. La menace, qui est la seule à pouvoir être redoutable, celle de la peur, celle que la peur dévoile, vient toujours d'un étang intérieur au monde. Donc là, même distinction que celle qu'on avait vue chez Sartre, on a peur de quelque chose d'extérieur à nous, d'un étang du monde, mais l'angoisse, elle est de l'intérieur de nous, elle vient du Dasein lui-même. On va retrouver la même opposition. Le divertissement inhérent au dévalement n'est donc pas non plus une fuite due à la peur d'un étang intérieur au monde. Si l'on cherche tellement à être constamment en compagnie, constamment occupé, ce n'est pas par fuite d'un étang extérieur, d'une menace qui serait dans le monde et dont on aurait peur. Une fuite de ce type, avec ce genre de base, convient d'autant moins au divertissement que celui-ci se dirige justement face à l'étang intérieur au monde pour ne faire qu'un avec lui. Voilà l'indice, c'est que quand on fuit sa propre angoisse, on fuit vers les étangs du monde. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller acheter des cadeaux, on va aller manger des gâteaux, on va aller se rassurer chez ses voisins, chez ses amis. Voilà comment on fuit. On fuit vers les étangs, bien sûr. Ce n'est pas les étangs qui nous font peur, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le divertissement inhérent au dévalement se fonde bien plutôt sur l'angoisse qui, de son côté, rend seule possible la peur. La peur, c'est en fait plutôt un épiphénomène de l'angoisse que l'inverse. Je poursuis. Pour entendre ce dont il s'agit quand nous parlons du Dasein qui, en déval, fuit devant lui-même, il faut bien se rappeler que l'être au monde est la constitution fondamentale de cet étang. L'être au monde, donc avec toute cette familiarité, le séjour auprès du monde ambiant auquel on a l'habitude, nos chemins familiers dans la ville, nos personnes familières, tout ça. Le devant quoi de l'angoisse est l'être au monde en tant que tel. Dans l'angoisse, l'utilisable du monde, donc tout le côté ustensile pour nos activités, pour notre préoccupation, sombre et avec lui tout l'étang intérieur au monde. Le monde ne peut plus rien proposer, aussi peu que la coexistence des autres. Donc notre être au monde cesse d'être familier. Cesse d'être familier. Les étangs n'ont plus de sens par rapport à nous, les autres non plus. Nous n'avons plus d'accroche. Nous perdons tout rapport avec les choses et avec les autres hommes. C'est ça l'angoisse. L'angoisse enlève ainsi au Dasein la possibilité de s'entendre, au sens de se comprendre, comme le veut le dévalement à partir du monde et de l'état d'explicitation publique. Donc il n'est plus dans les explications habituelles, rassurantes, qu'il entend habituellement. L'angoisse rejette le Dasein vers ce pourquoi il s'angoisse, son propre pouvoir être au monde. Son pouvoir être au monde, c'est-à-dire ses possibilités. Et vous sentez déjà ce qui va suivre, ses possibilités, c'est-à-dire son obligation d'en choisir une et de la choisir tout seul. L'angoisse est seule le Dasein, est seule ou isole le Dasein, sur son être au monde le plus propre, qui, puisqu'il est attentif, donc compréhensif de soi, se projette par essence sur des possibilités. On va bientôt voir toute une analyse de la temporalité qui est extrêmement centrale dans cette œuvre et qui définit le Dasein toujours comme projet. Le Dasein en étant ouverture à des possibilités, il est ouverture à son propre avenir. Une possibilité, c'est toujours possibilité de quelque chose qui est encore à venir, qui n'est pas encore là. Donc l'avenir est la dimension essentielle du Dasein. Donc l'angoisse isole le Dasein qui se projette sur ses possibilités.
elle l'isole dans son obligation de se choisir son avenir. Avec ce pourquoi elle s'angoisse, l'angoisse découvre donc le Dasein comme être possible et même comme celui qu'il peut uniquement être de lui-même, du plus profond de son esselement. Lui seul peut être ce qu'il est, lui seul peut devenir ce qu'il est. D'ailleurs, l'expression est reprise, l'expression nietzschéenne est reprise par Heidegger. Lui seul peut devenir ce qu'il est, et c'est bien ça qui l'angoisse. L'angoisse fait éclater au cœur du Dasein l'être envers le pouvoir-être le plus propre. Donc le fait qu'il découvre qu'il est son pouvoir-être et rien d'autre, donc s'il ne choisit pas, rien d'autre ne le fera pour lui, c'est-à-dire l'être libre pour la liberté de se choisir et de se saisir soi-même. L'être libre pour la liberté. C'est intéressant cette duplication de la liberté. Le premier être libre, c'est cette indétermination totale de l'existence. C'est la liberté au sens d'indétermination. Rien n'est fixé, rien n'est obligé. Mais l'être libre, il est pour la liberté de choisir. Là, ça devient une autre forme de liberté qui est au fond une obligation. Nous sommes libres pour, ça veut dire aussi nous sommes obligés de. Nous sommes obligés de choisir librement une des possibilités. Remarquez que Heidegger il utilise assez peu cette notion de liberté. Il passe beaucoup plus par des termes tels que indétermination, ouverture, possibilité. C'est un des rares passages où il utilise vraiment la liberté. Mais il est certain que ce qu'il veut dire, c'est la même chose que ce qu'on a vu chez Sartre. C'est que la liberté, elle repose vraiment sur cette absence d'une essence qui nous définit, ou qui nous pousse, ou qui nous guide, ou qui nous engage, déjà dans un certain sens. Il faut constater aussi que je vous avais dit déjà que Sartre lui-même reprochait à Heidegger de ne pas utiliser suffisamment la notion de néant, de néantisation, en rapport avec la conscience. Pour lui, c'est évident, enfin, c'est la première chose qu'il dit de la conscience, c'est que la conscience est le néant de ses objets, nie ses objets, se pose par opposition, donc par néantisation. Donc on avait vu tout ça amplement, mais Heidegger aussi fait peu usage du néant, sauf dans une autre œuvre qui s'appelle « Qu'est-ce que la métaphysique ?» Et c'est une conférence qu'il a prononcée en 29, c'est-à-dire 2 ans après la parution de Sein und Zeit, qui précise certaines choses en reprenant le thème de l'angoisse. Donc là, donc dans une œuvre un petit peu postérieure à Sein und Zeit, il revient sur le thème de l'angoisse et il ajoute la dimension du néant qui est absente de l'analyse de l'angoisse dans Être et temps. Alors, quel est le rapport de l'angoisse avec le néant? Eh bien, c'est que ce que l'angoisse révèle, ce sur quoi elle nous ouvre, ce n'est pas seulement sur cette obligation de choisir, qu'on a vraiment désormais bien comprise, mais c'est aussi sur le néant lui-même. Elle nous donne l'expérience du néant lui-même. Et bien entendu, il commence par écarter tout ce que ce néant n'est pas. Alors, ce néant, ce n'est pas la négation de la totalité de l'être, comme on pourrait dire, bon, la totalité de ce qui est, eh bien, si on la nie, si on supprime tout ce qui est, on aura le néant, comme le vide, enfin, le vide, le rien. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il l'entend. Il dit qu'il ne l'entend pas non plus comme une simple négation, comme la simple opposition, ce n'est pas cela, donc c'est le néant de cela. Ce n'est pas non plus dans le sens de la négation. Il dit que c'est quelque chose d'antérieur à toute négation, et qui se manifeste en même temps que les temps. Donc en même temps, mais dans l'expérience de l'angoisse. En même temps dans l'expérience de l'angoisse. On fait une épreuve de nous-mêmes, on fait aussi une épreuve de l'étant comme étranger à nous. Alors, donc par opposition à la familiarité, bien sûr. C'est l'épreuve de l'angoisse, comme elle nous arrache à la familiarité, elle nous rend les choses étrangères à nous. Tout d'un coup, le monde, au sens des objets familiers, nous devient totalement étranger. Donc on a tout d'un coup une révélation de l'étant dans quelque chose de beaucoup plus propre à l'étant que ce qu'il est dans l'usage familier. Parce que dans l'usage familier, c'est un étant qui est passé par nous, par nos déterminations de ce dont nous avons besoin, de ce à quoi nous nous rapportons. Non, là, tout d'un coup, c'est l'étant brut. L'étant brut dans l'angoisse nous apparaît
comme étrangeté. Et en même temps, non pas par négation de cela, nous apparaît aussi le néant. Et si ce n'est pas la négation, c'est quoi? Eh bien en fait, si j'ai bien compris, hein, il faut quand même toujours, à propos de textes comme celui-là, toujours avoir une toute petite réserve. Si j'ai bien compris, en mettant ensemble les analyses de Heidegger et de Sartre, puisque Sartre reprend en fait tout à fait ça dans L'être et le néant, le néant c'est justement le décollement, la distance que la conscience ou le Dasein opère par rapport à cette étrangeté du monde. C'est-à-dire justement ce fait de... mais ce n'est pas une négation, c'est ça qui est difficile à saisir. C'est cette distance, Heidegger parle aussi de répulsion ou d'expulsion par rapport à l'étang. Le Dasein se sent expulsé de l'étang. Donc il ne se sent pas un étang, bien sûr, enfin pas un étang comme les autres, je veux dire, au sens de ceux qui ne sont pas des consciences. Donc le néant, c'est cette expulsion, c'est cette distance. Alors on a envie de dire, oui, mais c'est la négation, quoi. C'est qu'il sent qu'il n'est pas... Mais voilà, tout l'effort de Heidegger vise à montrer que c'est une expérience antérieure à la négation, parce qu'elle permet ensuite toutes les négations. Voilà, bon, je vous laisse juger, il faut peut-être aller lire qu'est-ce que la métaphysique, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est aussi l'angoisse qui révèle ça. Et d'autre part, donc, l'angoisse alors révèle toute la temporalité particulière du Dasein, puisqu'elle met le Dasein devant ses possibilités, que ces possibilités, ce sont celles de construire son avenir, de se projeter dans ce qu'il est à venir. Il faut savoir aussi que le Dasein n'est pas seulement à venir, il est aussi passé. Alors qu'est-ce qu'il a comme rapport avec son passé? Il n'a pas un rapport de dépassement de son passé. Son passé n'est pas derrière lui comme supprimé. Son passé, il est retenu en lui. Son passé continue à avoir les effets sur lui. Donc il est rétention de son passé. Et en plus, c'est pas simplement au sens de son histoire personnelle, c'est plus que ça. C'est aussi parce qu'est repris dans le passé ce que Heidegger appelle l'être jeté. L'être jeté dans le monde, de nouveau. Être jeté, c'est de nouveau un concept qui a un sens très précis. L'être jeté, c'est le fait même d'être né et d'avoir à assumer désormais la vie, d'avoir à vivre. Le fait même d'être né, la naissance, c'est être jeté dans le monde. On naît et voilà, on y est, et après il faut faire avec. Et en plus, c'est accompagné de toute une série de déterminations tout à fait aléatoires qu'il faut assumer aussi. Le sexe qu'on a, la famille dans laquelle on est, le lieu, l'époque dans lesquelles on est. Donc tous ces hasards qui entourent la naissance, qui entourent notre arrivée dans le monde, il faut les assumer. Et ça, donc cet être jeté, il fait partie de notre passé, de ce qui nous accompagne et de ce qui va influencer notre avenir, donc qui va influencer nos possibilités. Certaines possibilités vont désormais être fermées. Toutes les possibilités n'existent pas à toutes les époques, dans tous les temps, et quel que soit le type de personne qu'on est. Donc, ça ferme des possibilités. Une autre raison de fermer des possibilités, c'est que c'est chaque fois qu'on en choisit une. Chaque fois qu'on en choisit une, on ne pourra pas revenir sur les autres qu'on n'a pas choisies aussi. Donc là aussi, c'est un effet du passé. Et donc le passé nous ferme chaque fois des possibilités par rapport à l'avenir. Mais ce passé nous constitue en même temps. Donc ce passé, c'est notre facticité. Notre facticité, on a déjà vu le mot chez Sartre, donc c'est simplement le fait qu'on est là, le simple fait, le fait brut, contre lequel on ne peut rien, qu'on peut juste après aménager le mieux possible. Donc cette facticité, c'est aussi d'être jeté. Et donc l'être passé du Dasein, c'est un être été. Il l'appelle un être été. Il dit qu'il préfère éviter le mot passé parce que ça donne trop l'idée de justement ce qui n'est plus. Alors que le passé, il est bien loin de n'être plus. Il est été, mais il reste. Alors, je vous rappelle que le mot de Hegel, l'essence, est ce qui a été.
l'essence et ce qui a été. En quelque sorte, le passé nous constitue une essence, nous constitue en tout cas certains éléments semblables à une essence qui désormais, d'une certaine manière, nous figent, en tout cas dans une certaine mesure. Et enfin, la troisième dimension temporelle, le présent, comment est-ce qu'elle intervient? Eh bien, elle intervient par la situation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rencontre une situation dans laquelle on a affaire avec notre être, c'est dans le présent que ça se passe. Donc on est à la fois les trois dimensions, on est à la fois avenir, passé et présent. Tout ça est absolument inséparable dans le Dasein. Et ces dimensions, il les appelle des extases. Il ne dit pas les dimensions temporelles, il dit toujours qu'il faut éviter d'utiliser le vocabulaire des sciences naturelles. Le temps n'est pas du tout le temps physique. Le temps, c'est justement à la fois la projection et la rétention. Projection et rétention vont ensemble et sont d'une certaine manière circulaires. L'une influence l'autre et réciproquement. Donc ce n'est pas du tout la temporalité physique. Donc les extases, on les écrit avec un K pour rappeler la forme grecque. Donc le ek, c'est la sortie de, parce que en fait, donc extase veut dire sortie, sortie de soi ou être hors de soi. C'est une manière de dire la projection dans l'avenir. Être toujours hors de soi, c'est être toujours en avance sur soi, dit Heidegger. Le Dasein est toujours en avance sur lui. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ce qu'il a été n'est déjà plus, il est déjà projeté vers autre chose. Et donc, la notion même d'extase, qui s'applique aux trois, montre la prévalence du futur, enfin de l'avenir. L'avenir a une primauté ontologique sur les deux autres extases, parce qu'on est d'abord projeté. On est d'abord projeté avant même d'avoir un passé. On est d'abord des possibilités, mais les possibilités, c'est l'avenir, avant même d'avoir un passé. Il n'empêche que le passé peut peser lourd, et que le Dasein donc, a assumé non seulement sa propre histoire, mais celle de sa culture, celle de la société dans laquelle il vit. Et c'est là que Heidegger introduit toute une réflexion sur l'histoire, très très intéressante, mais que je n'ai pas vraiment trop le temps de développer, mais simplement vous faire remarquer qu'il introduit à côté de la dimension historique du Dasein, le fait que le Dasein s'inscrit dans l'histoire, la sienne et celle de sa culture, il introduit à côté de ça une dimension historiale, donc de nouveau le A qui vient indiquer qu'on passe au niveau ontologique, historial. Et qu'est-ce que ça veut dire donc que le Dasein est historial et pas seulement historique? C'est que son être même, donc ce qui définit son mode d'être, sa manière d'être, est avenue historiquement. Elle est avenue par l'histoire du monde. C'est-à-dire que c'est l'histoire du monde qui a fait qu'à un certain moment sont advenus des étangs tels que le Dasein. Sont advenus des étangs désormais différents de tous les autres étangs et qui s'interrogent sur leur propre histoire. Ça, c'est la dimension historiale du Dasein. C'est par l'histoire du monde qu'il est advenu comme un être historique. C'est par l'histoire que son être est un être historique. C'est par l'histoire que son être consiste à s'interroger sur l'histoire, sur sa propre histoire. Et à se situer, parce qu'on ne s'interroge pas gratuitement, mais à se situer par rapport à sa propre histoire, à sa culture, à sa tradition. Et à ce propos, donc, par rapport à la tradition, Heidegger a une attitude très ambivalente. C'est-à-dire que de nouveau, c'est comme avec l'être dans la moyenne du on, on peut ni totalement le rejeter, ni totalement l'adopter. C'est la même chose avec la tradition. En fait, il ne faut pas s'y dérober, et en même temps, il faut la juger, il ne faut pas l'adopter entièrement. Mais il explique ça à partir d'une expression vraiment très très lourde de sens, qui est le destin. Il dit qu'il y a le destin du Dasein, donc chaque Dasein a un certain destin, qui est, alors je vais le dire dans ces termes propres, le fait de se livrer
à une possibilité héritée et néanmoins choisie. Donc son destin, c'est se livrer à une possibilité héritée et néanmoins choisie. Vous voyez comment il essaye de mettre ensemble liberté et tradition. Donc, ces possibilités sont héritées comment? Parce que, bien sûr, sa culture ne lui ouvre pas toutes les possibilités. D'emblée, elle enferme certaines, qui seront même totalement ignorées par lui, définitivement ignorées. Elle en ouvre d'autres, elle favorise certaines, elle fait obstacle à d'autres, etc. Donc, d'une part, les possibilités sont héritées. Nous n'héritons pas tous, selon l'époque et le lieu où nous naissons, nous n'héritons pas tous des mêmes possibilités, c'est assez clair. Et pourtant, on peut dire qu'elles sont néanmoins choisies. Alors, justement, tout le jeu de la liberté individuelle va être de savoir quelle est cette marge, comment exploiter cette marge entre ce qui est ouvert et fermé par la tradition et ce que nous pouvons choisir. Voilà, toute la question est là. Et c'est d'autant plus compliqué qu'à côté de ce destin de chaque Dasein, il y a aussi le destin commun, ou le co-destin, qui est celui du peuple ou de la communauté dans laquelle se trouve le Dasein. Il y a aussi un destin de peuple. Alors, cette expression-là, elle engage à beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'un peuple qui a une certaine culture, lui aussi, a des possibilités qui sont héritées et néanmoins choisies. Possibilités qui sont héritées et néanmoins choisies. Donc, un peuple aussi est en quelque sorte poussé par sa propre tradition à faire certaines choses. D'où un certain engrenage historique qui fait que des peuples sont destinés à faire des choses et d'autres peuples destinés à faire d'autres choses. Et là, vous commencez à sentir le rapport avec l'antisémitisme. C'est là qu'il va se jouer. C'est là qu'il va se jouer parce que, on va d'abord passer par le dernier texte, le texte 5, et puis on va revenir à cet engrenage là, à propos de cette expression vraiment dangereuse, destin d'un peuple. Donc le texte 5, c'est un texte critique par rapport à la tradition. Donc c'est le texte qui dit vraiment que la tradition peut être figeante, peut être un obstacle, peut être une inauthenticité, enfin pousser vraiment le Dasein dans l'inauthenticité. Donc ça c'est la partie critique. Mais je vous rappelle, donc toujours il maintient les deux aspects. En accédant ainsi à la suprématie, la tradition, bien loin de rendre accessible ce qu'elle transmet, alors entre guillemets transmet, parce que bon, voilà, les mots qu'il met entre guillemets, en général, ce sont des mots qui sont trop dans le langage courant et auxquels il voudrait donner un sens un petit peu plus particulier. Notamment ici, le fait que la tradition ne fait pas que transmettre par des modes évidents, comme le langage, les livres, les objets archéologiques. Ce n'est pas seulement comme ça qu'elle transmet, c'est beaucoup plus profond, évidemment, en fait. Elle constitue les êtres de l'intérieur, bien sûr, donc c'est plus que transmet. Donc, bien loin de rendre accessible ce qu'elle transmet, le recouvre d'abord et le plus souvent. Elle livre ce contenu transmis à l'évidence et barre l'accès aux sources originelles où les catégories et les concepts traditionnels furent puisés, en partie de manière authentique. Donc, ce qui est connu par une tradition culturelle devient tellement évident qu'on ne pense plus à interroger ses sources. C'est-à-dire, on ne se demande plus comment on en est arrivé à penser ça. Comment ceci s'est répandu, c'est devenu l'évidence. Et donc ça c'est extrêmement dangereux. On peut le voir d'ailleurs dans n'importe quel enseignement. On enseigne des choses en pensant qu'elles sont émancipatrices, c'est-à-dire qu'elles permettent de se délivrer par exemple de fausses idées, de préjugés, d'explications mythologiques ou religieuses, mais en fait on enseigne de la même façon. C'est-à-dire on enseigne à nouveau comme si c'était une vérité révélée. On ne dit pas, mais comment on est arrivé et pourquoi on pense que ceci est plus vrai que ces mythologies ou ces préjugés. Dans l'enseignement, il est rare que l'on remonte à l'histoire d'une découverte, alors que c'est seulement de cette manière-là qu'elle serait une vraie transmission de connaissances. Si on va directement à la connaissance sans expliquer comment elle a été construite, on est dans le dogmatisme, on est simplement dans la vérité révélée. Donc c'est une manière d'empêcher l'accès aux sources originelles, comme il dit, où les catégories et concepts furent puisés.
La tradition va même jusqu'à plonger complètement dans l'oubli une telle provenance. On oublie comment on sait que c'est comme ça. Et donc du coup, on ne le sait pas. Soyons clairs. Si on ne sait plus pourquoi on pense que ceci est vrai, on ne peut pas dire que c'est vrai. Elle supprime jusqu'au besoin de seulement comprendre un tel retour en sa nécessité propre. Une société qui accorde de moins en moins de place à l'histoire, que ce soit l'histoire en tant que telle ou l'histoire des sciences, l'histoire des disciplines, elle refuse évidemment de comprendre son propre cheminement. Elle estime que ce n'est pas nécessaire. La tradition déracine à tel point l'historialité du Dasein qu'il ne se meut plus que dans l'intérêt porté à 1000 formes de types, de courants, de points de vue philosophiques, tels qu'on peut les rencontrer dans les cultures, même les plus éloignées et les plus étrangères, et cherche à voiler par cet intérêt sa propre absence de sol. Ici, vous avez une critique très très proche de celle qu'on avait découverte chez Nietzsche, critique de une culture épidermique, superficielle et éclectique. On va chercher de tout, on connaît tout sur tout, et en même temps, rien de tout cela n'a de sol, n'a de fondement, n'a d'ancrage. Cette culture nous est indifférente en quelque sorte. Qu'on étudie l'archéologie chinoise ou les coutumes des Bantous, c'est indifférent. C'est indifférent, ça n'est pas notre sol, ça ne nous change pas, ça ne nous... Vous voyez, donc c'est ce côté papillonné, l'éclectisme, le modernisme bariolé, disait Nietzsche, enfin bon, le fait d'aller voir un peu partout, mais que finalement, rien n'a d'importance. La conséquence en est que le Dasein, malgré tout son intérêt, malgré tout le zèle qu'il déploie en faveur d'une interprétation philosophique objective, donc ça c'est dans le cas où on s'intéresse à la philosophie, ne comprend plus les conditions les plus élémentaires qui seules rendent possible un retour positif au passé, au sens d'une appropriation productive. Donc belle expression, appropriation productive. Si on veut faire de la philosophie, il faut s'approprier tout ce qui a été déjà énoncé dans le passé. C'est indispensable, on ne peut pas se passer de faire de l'histoire de la philosophie, mais en même temps, il faut se l'approprier de manière productive, c'est-à-dire ne pas simplement répéter des catégories et concepts de manière distanciée, enfin de manière indifférente, mais se les approprier, en faire quelque chose pour nous. D'ailleurs, il y a toute une critique de grands philosophes comme Descartes ou Kant qui ne sont pas arrivés à faire ça, qui, ayant produit quelque chose de créatif et de nouveau, de personnel, sont néanmoins retombés dans des catégories du passé parce qu'ils ne les ont pas assez interrogés. Pas assez interrogés. Par exemple, il dit Descartes est retombé dans la différence créé-incréé, entre le créé et l'incréé, c'est-à-dire dans ce qui est dû à Dieu et ce qui n'est pas dû à Dieu. C'est ça, évidemment. Donc Descartes est retombé dans la scolastique, disons, théologique, après sa découverte géniale, parce qu'il n'a pas assez interrogé l'être de ce qu'il découvrait. Et donc Heidegger, justement, on voit évidemment par opposition ce qu'il se donne lui pour tâche, et c'est ce qu'il a fait très abondamment, c'est d'aller rechercher chaque fois dans la tradition comment la renouveler, mais la renouveler en la comprenant de l'intérieur. Donc en arrêtant de simplement d'écrire ce qu'elle disait, mais en la pensant de l'intérieur, et par là même, il a pu en faire quelque chose de créateur. Enfin, je crois que c'est assez vrai. Je veux dire, là, le fait qu'il y soit parvenu, c'est très clair. Donc, pour en revenir à cette histoire de la notion de destin d'un peuple, comment est-ce qu'on peut la mettre en rapport avec la période trouble de Heidegger, donc de 1933 jusqu'à la fin de la guerre. Donc, comme vous l'avez sans doute lu dans la presse, il y a un livre qui vient de paraître, écrit par un professeur allemand, spécialiste de Heidegger, qui s'appelle Peter Trauny, qui fait partie de l'équipe qui publie les œuvres posthumes de Heidegger. Donc en fait, il y a beaucoup d'œuvres qui n'avaient pas été publiées à sa mort, notamment des cours ou bien des notes dans des carnets. Et Heidegger avait établi un plan très précis de publication de ces œuvres non encore publiées. Et il avait dit notamment que certains cahiers noirs
donc noirs seulement parce que leur couverture est noire, hein, pas noire de la noirceur de leur contenu, mais que certains cahiers noirs donc, devaient être publiés en dernier lieu, tout à la fin. Et c'est pour ça qu'ils sont seulement découverts maintenant. Donc, ils ont été publiés en Allemagne et ils sont en cours de traduction. C'est prévu en français pour 2016. Mais en attendant, le livre d'analyse de ces cahiers qu'en a déjà donné Trauny est traduit en français. Donc on peut déjà accéder au principal de leur contenu. Donc ce sont des écrits qui ont été notés entre 31 et 46. Entre 31 et 46. Et dans lesquels il y a très clairement des propos antisémites, mais d'un antisémitisme très particulier. Très particulier. Et c'est justement un antisémitisme qui passe par le destin du peuple juif. C'est-à-dire que Heidegger dit que les juifs ont pour destin de choisir l'une des deux voies qui s'ouvrent pour la société actuelle, pour toute la culture européenne, américaine, enfin bon, puisque maintenant elle s'est... Bon, déjà à l'époque, elle était à moitié mondialisée, disons. Donc pour cette culture, il n'y a que deux voies qui s'ouvrent, ou bien la voie du développement de l'industrie, de la technique, de la maîtrise sur le monde, hein, du côté uniquement utilitariste et bon, il dit... Je ne sais pas, je n'ai pas pu lire évidemment les carnets, je ne sais pas s'il utilise le terme capitalisme, enfin bon, c'est ce développement-là. Et l'autre voie, c'est celle que lui essaye de prôner, c'est le fait de considérer le monde et l'être humain de telle manière qu'on favorise l'ouverture à l'être. C'est-à-dire qu'on ait une entente du monde, qu'on ne le modifie pas, hein, qu'on puisse être à l'écoute de l'être à travers le monde, tel que l'être se donne dans le monde. Donc en fait, c'est une existence beaucoup plus contemplative par rapport au monde que le transformant. Le moins possible transformatrice, le moins possible dans la technique, l'utilisation, surtout la maîtrise. C'est vraiment le thème de la maîtrise qui le dérange le plus. Et donc pour lui, le destin du peuple juif, à cause de son histoire, est d'épouser la première voie et de pousser le monde dans cette première voie. Pourquoi? Mais parce que, comme vous savez, c'est un aléa de la diaspora, le fait, premièrement, donc, ils ont été obligés de se répandre partout dans le monde, d'où évidemment ils sont internationaux, les Juifs sont internationaux, ce qu'on leur reproche, donc c'était très reproché à partir du XIXe siècle, c'est le fait qu'ils n'aient pas de patrie, qu'il n'ait pas un pays à eux, qu'il n'ait pas de sol justement, et que donc ils soient répandus partout et qu'on a l'impression que de partout, ils sont en train de former un réseau, de comploter ensemble de partout, de former une sorte de menace sourde parce que diffusée partout. Donc ça, premièrement, évidemment, on voit bien comment ça leur est arrivé historiquement. Autre chose qui leur est arrivé historiquement, c'est d'avoir été orientés vers les professions financières. Puisque au Moyen-Âge, sous tous les pays chrétiens, il était interdit aux chrétiens d'être usuriers, hein, de prêter de l'argent à intérêt, et chez les musulmans aussi d'ailleurs. Et donc ce sont les Juifs qui ont pu s'emparer de ce créneau, alors que d'autres, au contraire, leur étaient interdits, posséder de la terre, enfin bon. Donc là aussi, en raison de contingences historiques, ils se sont plutôt orientés vers des activités financières. D'où le deuxième grand préjugé qui, à partir du XIXe siècle, accable les Juifs, c'est qu'ils ne pensent qu'à l'argent, ce sont eux les plus grands banquiers, ce sont eux qui s'emparent de toute la richesse du monde. Et voilà, donc ces deux grands préjugés, hein, cette espèce de complot international pour prendre le pouvoir partout de manière diffuse, et le fait de monopoliser les finances du monde, eh bien ces deux préjugés, Heidegger donne dedans la tête la première. Il les assume tout à fait comme faisant partie tellement bien de l'histoire des Juifs que c'est cette fameuse tradition qu'ils sont obligés d'assumer, Et donc cette tradition les pousse dans la voie du développement technologique, puisque c'est ça qui va avec les investissements financiers. Alors il y a aussi toute la raison calculatrice, raison instrumentale. Bon. Alors il faut juste quand même souligner qu'il ne le dit pas seulement à propos des Juifs. Il met aussi de ce même côté les Américains et
d'autres catégories, dans une moindre mesure. Donc, ce n'est pas tout à fait à l'exclusivité des Juifs. Bon, ce qu'ils devaient quand même bien constater que... ce genre de préjugé, évidemment, n'est pas très rationalisable. On ne peut pas vraiment le raisonner à partir de simples observations. Sinon, la simple observation de qui étaient les Juifs en Allemagne dans les années 20-30 aurait suffi pour bien voir que c'était très loin d'être des financiers. Dans leur écrasante majorité, c'était des petites gens. Mais le préjugé n'est pas, évidemment, rationalisable de cette manière-là. Heidegger croyait même à cette fable du protocole de Sion, le protocole des sages de Sion. Donc c'est ce faux qui avait été écrit d'un complot pour prendre le pouvoir. Bon. Donc c'est uniquement pour ces raisons-là qu'il s'attaque aux Juifs. C'est pas dans d'autres significations, et au contraire, il semblerait qu'il y ait vraiment des traces explicites d'un refus de l'antisémitisme basé sur la race, comme le faisaient les nazis. Donc il y a une phrase qui dit par exemple « Précision à destination des ânes, ces remarques n'ont rien à voir avec l'antisémitisme entre guillemets, lequel est si insensé et si abject » dans ces mêmes carnets. Donc il se distingue évidemment de cet antisémitisme abject des nationaux-socialistes qui visent le sang, la race, l'appartenance biologique. Ce n'est pas biologique pour lui le problème, c'est historique, c'est seulement historique. Mais donc on pourra rajouter, si le problème est seulement historique, alors un juif en tant que Dasein, il peut se détacher de sa tradition, non ? C'est bien sûr ça la question. Dans quelle mesure est-ce qu'il pensait qu'un juif, en tant qu'individu, en tant que Dasein, peut échapper au destin de son peuple? En principe, c'est quelque chose qui doit être ouvert d'après sa propre philosophie. Alors, je vous lis un petit passage de Trowny qui explique voilà comment il a interprété de cette façon l'antisémitisme de Heidegger. Le concept que je propose d'antisémitisme inscrit dans l'histoire de l'être. Inscrit dans l'histoire de l'être, c'est bien ça. C'est à cause de cette histoire de l'être du peuple juif qu'il en est arrivé là. A été rejeté avec indignation avant tout par les apologètes. Les apologètes, donc il y a des inconditionnels de la défense de Heidegger qui nient jusqu'à ça. Il ne pouvait et ne pourrait être question de relier la pensée de Heidegger avec l'antisémitisme en général, donc pour ses apologètes. Les arguments pour ce rejet sont si faibles que l'on préférerait ne pas les rappeler. En fait, on peut en trouver dans ce bouquin qui est plus ancien, qui s'appelle « Écrits politiques » de Heidegger, présenté par François Fédier, qui est un des spécialistes français de Heidegger, et où il y a une très longue préface d'introduction à ces écrits politiques, où vraiment l'auteur essaye de disculper Heidegger de son adhésion au Parti national-socialiste et d'avoir accepté la charge de recteur de l'université de Fribourg sous les nazis. Il essaye de le disculper en noyant le poisson dans l'esprit de l'époque, dans le fait que les erreurs de jugement n'étaient pas si rares, n'étaient pas si étonnantes, étant donné la démagogie du régime, étant donné que le régime ne s'était pas encore découvert tel qu'il était vraiment. Enfin, toute une série d'arguments qui, effectivement, ne sont pas bons. Effectivement, ne sont pas bons quand on sait le nombre de gens qui n'ont pas fait cette erreur. C'est ça, en fait. Tout le monde n'a pas fait cette erreur, donc il y avait moyen de ne pas la faire. Et bon, alors maintenant, évidemment, ce qu'on vient de découvrir maintenant, que lui ne connaissait pas, confirme que c'est bien un choix en connaissance de cause qu'a fait Heidegger. Donc, la thèse que j'ai avancée, donc c'est toujours Trowny qui parle, la thèse que j'ai avancée reste que dans une phase de sa pensée, Heidegger a transformé au sein de son récit de l'histoire de l'être des stéréotypes antisémites alors très répandus. Donc il a utilisé les stéréotypes qui effectivement étaient extrêmement répandus, le juif financier et complotiste, etc. C'était extrêmement répandu. Mais donc il a utilisé ça pour le replacer dans son histoire de l'être. Mon impression est que la fin de cette phase doit être reliée avec ses retrouvailles avec Hannah Arendt, c'est-à-dire 1950. Parce qu'effectivement, là, il s'est passé quelque chose de nouveau par leur retrouvailles et par leur nouvelle proximité, quelque chose qui ne pouvait évidemment pas supporter une telle attitude.
Alors, encore une petite précision de Trowny à propos de l'adhésion de Heidegger et cet épisode du rectorat. Donc, cet épisode du rectorat, il est connu parce que le discours que Heidegger a prononcé lors de son investiture a été publié, et c'est un discours dans lequel on voit bien qu'il considère que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti nazi, va tout à fait dans le sens que lui-même prône pour l'université, c'est-à-dire une refondation de l'université sur des bases allemandes et sur la base aussi d'un savoir. Alors, il y a toute une critique très intéressante de ce que doit être le savoir universitaire, donc retrouver un savoir qui n'est pas cloisonné, qui n'est pas perdu dans des spécialisations, qui n'est pas perdu non plus dans l'oubli de ses propres fondements. Enfin bref, toute une réflexion très intéressante sur l'universalité du savoir, justement, mais auquel il ajoute cette idée que c'est vraiment que le peuple allemand a lui aussi son destin, et que son destin, c'est précisément de revaloriser la culture qu'il avait en héritage et qui est en train de se diluer dans le mondialisme. Donc il y a vraiment un appel à se ressourcer dans l'héritage proprement allemand. Et ça, c'est vrai que d'une certaine manière, c'était une partie de la propagande nazie, de dire qu'on allait retrouver l'authenticité allemande, on remettait le paganisme germanique, la grande culture germanique au jour, et peut-être que ça pouvait faire illusion pendant un certain temps. Il faut dire qu'il n'est pas resté aveugle très longtemps tout de même, Heidegger. Il a démissionné au bout d'1 an de son poste de recteur et il ne s'est plus consacré qu'à ses cours. Il n'a plus fait aucune déclaration publique sur la politique, sur l'État et sur le rapport entre l'université et la tâche politique, enfin la nation politique. Mais jusque-là, il y a des discours assez choquants où il s'en remet totalement à l'État allemand avec son Führer pour réaliser ce qu'il voudrait, lui, réaliser comme renouveau culturel. Alors, donc Tony dit ceci à propos de la conception de l'un et des autres de cette révolution culturelle qu'ils appelaient. Pour lui, la révolution était un renversement total au niveau de l'histoire de l'être, concernant non seulement le monde vécu, mais aussi la philosophie, la science, l'art et la religion. Donc il espérait un bouleversement total pour leur refaire retrouver la grandeur qu'elles avaient perdue, ces disciplines. Il est évident que les nationaux-socialistes auraient tenu ce genre d'idée pour de burlesques châteaux en Espagne d'un rêveur. Heidegger savait pourquoi il ne confiait ce genre de pensée qu'au cahier noir, pourquoi il les taisait. Donc autrement dit, il n'aurait pas voulu publier, et d'ailleurs il ne montrait à personne ses carnets, parce que justement, il se serait rendu compte très très vite que c'était en fait pas du tout le programme des nazis. Que si à un moment, disons, un certain langage avait été commun aux deux partis, en tout cas ce n'était certainement pas dans la même intention. Alors pourquoi est-ce qu'il a demandé qu'on les publie quand même à titre posthume? Trowny propose, on peut dès lors se demander si Heidegger n'a pas plutôt voulu montrer combien un philosophe peut se fourvoyer. Voilà, que ça vous serve de leçon, voyez comment, bon, qui sait. Alors, donc, je pense que si on veut conclure maintenant donc, sur le rapport entre l'antisémitisme historique de Heidegger et sa philosophie, bon, on a vu très bien qu'il y avait qu'on pouvait passer de l'une à l'autre, mais en même temps, cet antisémitisme n'est pas nécessaire à sa philosophie. C'est-à-dire que sa philosophie du destin d'un peuple pourrait se passer de cet exemple-là. Il aurait pu prendre n'importe quel autre exemple qui n'aurait pas été aussi négatif ou aussi stigmatisant, bon, je ne vais pas dire aussi dramatique, parce que ce n'est pas à cause de Heidegger que les Juifs ont eu un destin dramatique, évidemment. Enfin, tout de même, il ne faut pas... donc, ce n'était pas nécessaire de passer par cet exemple, et donc sa philosophie aurait pu très bien être tout aussi complète sans avoir besoin de ça. Alors il y a quand même 3 choses inquiétantes dans le fait qu'il a assumé cet exemple-là. La première chose inquiétante, c'est cette perméabilité d'un grand philosophe aux préjugés de son époque. Comment est-ce possible d'adopter des préjugés pareils? Bon, ça c'est déjà un peu inquiétant. Alors, deuxièmement, oui, d'autant plus que
Alors, j'avais envie de vous donner chaque fois Nietzsche en opposition, en fait, parce que chaque fois, je trouve chez Nietzsche l'attitude inverse. À propos du destin des Juifs, Nietzsche aussi avait dit qu'en fonction de leur histoire, il leur restait certaines choses, mais c'était justement pour lui des choses positives. C'est-à-dire qu'il disait que, étant donné leur grande souffrance et leur habitude de la résistance malgré tout, c'était eux qui étaient le plus à mesure, à l'heure actuelle, de régénérer la culture européenne. C'était un magnifique hommage, en fait, justement. Et sur la même base, c'est-à-dire sur la base de ce qu'on pourrait appeler un destin historique. Alors, la deuxième chose inquiétante, c'est la notion même de destin d'un peuple. Est-ce que ce n'est pas une chose qu'il vaudrait mieux de toute façon éviter? Je veux dire, est-ce que ça a un sens quelconque de fixer un peuple dans une identité, donc, qui certes, évidemment, évolue au cours de l'histoire, mais n'empêche une identité qui l'enferme d'une certaine manière, qui l'essentialise, comme on dirait, comme on peut dire à partir de cette philosophie-là d'ailleurs, et d'autre part, sans faire aucune distinction claire entre peuple, nation et État. Parce que Heidegger en appelle à l'État pour garantir l'esprit du peuple. Quel rapport? Pourquoi est-ce que ce serait l'État qui serait la sauvegarde de l'esprit d'un peuple? Au contraire, Nietzsche disait « un État fort est le pire ennemi d'une haute civilisation ». Là où il y a État fort, il n'y a plus de culture vivante, il n'y a plus de civilisation. Et enfin, troisième chose inquiétante, inquiétante, ou disons pour nous qui continue du coup à nous poser, susciter un questionnement, c'est pourquoi est-il si imprécis dans Être et Temps sur cette possibilité du Dasein de ne pas assumer sa tradition? Il est très imprécis à ce propos. Donc je vous ai dit, il y a une tension entre, on a vu les côtés mauvais de la tradition, comment il fallait l'utiliser, d'accord, on l'a vu comment il fallait l'utiliser, en tout cas dans ce qui concerne la connaissance ou la philosophie. Mais comment, en ce qui concerne les possibilités propres du Dasein, son être propre, sa voix propre, sa vie, son existence, celle qu'il se détermine lui-même, comment, là, peut-on rompre avec une tradition? Il n'a pas été clair sur cette possibilité, du moins jusque-là. Et au contraire, enfin bon, sa définition du destin comme le choix de ce qui est transmis, néanmoins choisi, voilà, donne l'impression qu'on ne peut pas rompre, et donc d'une sorte d'inéluctabilité du poids que l'on traîne derrière soi. Et là aussi, bon voilà, je vais encore terminer par l'opposition avec Nietzsche. Nietzsche saluait les grands créateurs allemands, comment? Comme justement ayant gagné toute leur créativité et leur force contre leur époque qui était médiocre, contre une culture médiocre justement. Lui aussi il célébrait, parce qu'il y a eu des grands génies allemands de fait dans pas mal de disciplines au XIXe siècle, mais il les célébrait justement comme l'ayant fait contre leur tradition. C'est là une énorme différence. Voilà, donc je vous termine là-dessus sur Heidegger, et donc, enfin en même temps, vous voyez aussi tout ce qui est en commun avec Sartre, et en même temps tout ce côté-ci qui n'est pas chez Sartre, qui ne se retrouve pas chez Sartre. C'est pas par hasard. À la rentrée, donc, on reprendra sur Sartre avec, donc, toujours dans L'être et le néant, toute la partie du pour autrui. Donc tout ce qui est la relation autrui, le regard d'autrui, la honte, la difficulté. Et bon, et de temps en temps, je ferai une petite allusion à Heidegger si c'est éclairant, mais voilà, on retourne à ça. Oui. Moi, je me pose pas mal de questions à propos de cette notion de peuple juif. Quand on parle de diaspora, est-ce qu'on fait allusion à un épisode biblique transmis comme ça, de société en société, sur les Juifs, sur une sorte de monolithe qui ont été expulsés, alors que, je ne suis pas très calée en histoire malheureusement, mais il y a eu des Juifs partout et de tout temps, qui ne faisaient pas forcément un peuple. Et je veux dire que les accusés de cette perméabilité et en même temps cette grande possibilité d'action possible, c'est un peu excessif. Pourquoi est-ce qu'on répercute ça comme
pour donner l'image des Juifs. Oui, la diaspora à laquelle on se réfère, et se réfèrent toujours les Juifs eux-mêmes, c'est du temps des Romains, de l'occupation romaine, quand ils ont été, Christine, peut-être tu sais plus précisément, quand ils ont du temple de Jérusalem. Voilà, et c'est là qu'ils ont dû se disperser. Évidemment, ce n'est pas dans le monde entier, mais c'est là qu'ils ont dû se disperser. Et à partir de là, on sait qu'il y a eu plusieurs vagues, qu'il y a encore eu plein de vagues après, où il y a eu des vagues de conversion aussi, enfin tous les Juifs qui maintenant... Oui, non, mais d'abord... évidemment, tous les Juifs qui peuplent le monde entier à l'heure actuelle ne sont pas des descendants de cette diaspora de l'époque romaine. Après, il y a eu pas mal, dans des endroits où ils se sont installés, on sait maintenant qu'il y a eu beaucoup de conversions et qu'il y a eu, qu'ils viennent aussi, qu'il y a aussi d'autres origines du peuple juif. Mais l'idée, c'est plus que en fait, partout où ils se sont installés, sans remonter au-delà du Moyen-Âge, en tout cas, on pouvait voir qu'ils formaient des communautés qui restaient différentes des autres, en fait. Alors, en même temps, il y avait... Enfin, il y avait un double mouvement. Oui, mais on peut dire ça de toutes les confessions politiques ou religieuses. Oui, la notion de peuple, non, alors... La différence, c'est que le fait d'être juif, il cumule trois choses, religion, culture, et... C'était quoi la troisième? Religion, culture, et une certaine appartenance, enfin, comment dire, une certaine... origine biologique, c'est-à-dire il y a un certain rapport biologique aussi entre les Juifs qui est entretenu par le fait qu'ils sont très endogames. La plupart du temps, ils sont très endogames dans les communautés juives. Donc en fait, il n'y a pas tellement de brassage de population, donc il reste quand même quelque chose aussi de biologique. Et puis, alors culturellement, il y a des tas de Juifs qui sont plus du tout religieux, qui sont même athées, et qui pourtant gardent un attachement très très fort à une certaine culture, qui se traduit par des coutumes. C'est pas grand-chose, c'est même pas nécessairement la connaissance de l'hébreu. Oui, c'est ça. Alors ils avaient le yiddish, ils avaient... l'hébreu a toujours été la langue religieuse aussi qui les réunissait. Donc il y a des tas de traits communs qui étaient entretenus de manière vraiment très attachée pour ne jamais les perdre. Enfin, le devoir de mémoire et de tradition, de transmission est beaucoup plus fort chez les Juifs que dans n'importe quelle autre communauté. Peut-être quand même articuler tout ce que tu développes là, au fait qu'ils étaient persécutés et donc d'autant plus enclins justement à s'organiser entre eux, voilà. Oui, mais tu peux avoir il y a deux stratégies par rapport à la persécution. L'une, c'est se fondre dans un peuple, tu vois, de manière à ne plus être repérable, enfin, tu vois, de manière à devenir, on décide de s'installer, on se mélange à tout le monde et on se dilue et on n'est plus reconnaissable en tant que tel. Bien sûr, mais je veux dire, c'est deux stratégies, quoi. Et l'autre, c'est effectivement de se maintenir envers et contre tout, tu vois, avec cette persévérance dans la tradition. Je voudrais dire juste deux choses par rapport au peuple juif, c'est que le cosmopolitisme, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre comment on devient antisémite, parce que la notion de nation, de peuple, etc., se définit, se fige, ce nationalisme au cours du XIXe siècle, et se fige en même temps que se met en place la coïncidence entre peuple, nation et État, qu'on va retrouver de manière caricaturale dans le fascisme ou dans le nazisme. Donc un peuple qui échappe à cette définition est forcément l'ennemi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que moi je trouve que Heidegger, il reprend dans toutes ses conséquences la définition d'une nation qui se définit justement par un attachement, alors que les Juifs, par leur universalité, par le fait qu'ils sont un peuple qui n'ont pas d'État, bon après ça sera beaucoup plus compliqué, hein, mais donc
sont forcément l'ennemi. Le cosmopolitisme est forcément l'ennemi. Après, il y a une chose qui est très très ambiguë, c'est si on regarde l'affaire Dreyfus en France. Dreyfus, c'est la victime de l'antisémitisme. Mais pourtant, c'est le juif le plus assimilé. Et le racisme ou l'antisémitisme, ou toute forme de racisme, moi je crois qu'elle émerge à un moment donné où ce qui a été pensé comme ennemi peut appartenir justement à cette fameuse nation qu'on peut condamner. Et l'antisémitisme contre Dreyfus, c'est un antisémitisme contre une possibilité d'assimilation de quelqu'un qui était pensé comme étranger parce que cosmopolite. Ben, c'est pour ça que c'est plus complexe. Alors après, par rapport à l'Europe centrale, moi je suis en train de lire un livre magnifique de Morgenstern et qui montre qu'il y a deux communautés juives vraiment complètement différentes, avec le mot communauté que j'aime pas trop, où des gens maintiennent à tout prix la tradition, et beaucoup dans l'Europe centrale, justement, choisissent de s'intégrer et de s'intégrer à la société dans laquelle ils se trouvent. Et dans l'histoire de la France, le juif, il a été, on lui a donné la nationalité française en tant qu'individu et non pas en tant que collectivité, pour montrer qu'il y avait une possibilité d'intégration. Alors les choses sont un peu plus complexes. Et il y a Shlomo Sand, qui est un historien qui a écrit, qui enseigne à Tel Aviv. Comment fut inventé? Et voilà, lui, il est complètement opposé à l'idée d'une culture juive. Enfin, pour lui, il n'y a pas de juif laïque, il n'y a pas de culture juive, tout ça, c'est Il montre comment a été inventé le peuple juif. Et le juif, c'est uniquement une religion. Il y a une conférence très intéressante qu'on peut voir sur YouTube de lui. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire ça, puisque s'il y a des gens qui se sentent juifs sans être religieux, c'est que ça existe. Donc dire que ça n'existe pas, c'est absurde. Si, il y a une culture juive, c'est sûr, bien sûr. Ouais, non, mais je sais bien, mais c'est pas pour ça qu'il a raison. Enfin, moi, je crois pas qu'il a raison. C'est-à-dire, exemple, ni en littérature, ni dans les autres domaines, il n'y a aucune preuve qu'il y ait une culture juive. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas une continuité dans l'histoire depuis 2000 ans, quoi. Mais ça n'empêche que... Lui, il dit qu'il n'y a aucune culture juive à l'heure actuelle. La musique pléthnaire, la déjà les séparations entre les juifs d'Europe centrale et leur culture écrite, je dis bien écrite, par opposition aux juifs d'Afrique du Nord, par exemple, qui étaient essentiellement de tradition orale, dans la culture était orale. Il y a eu plein d'études là-dessus, notamment parce que ces deux types de communautés ont émigré en Israël après la guerre et ils sont en désaccord total. Enfin, je veux dire, les deux communautés à l'intérieur de l'État d'Israël se perpétuent en tant que, disons, communauté. La deuxième chose, c'est que le yiddish, c'est une langue qui a donné naissance à des... Enfin, il y a des écrivains, plus maintenant, moins maintenant, mais il y a eu des écrivains. Mais je ne sais pas, il y a tellement de choses qui sont mélangées. Je veux dire que l'Allemagne s'est constituée au XIXe siècle. Elle ne s'est pas constituée comme la France auparavant. Elle s'est constituée au XIXe siècle, l'Allemagne. Ça s'était rappelé quand Chantal et Christine ont fait leur truc d'histoire. Donc c'est l'histoire de la nation, de l'État et du peuple. Je pense que c'était quelque chose qui était à vif en Allemagne, beaucoup plus à vif que ça ne l'était en France, même s'il y a des survivances ou des résurgences par période. Mais moi je pense qu'Heidegger ne pouvait être qu'allemand, allemand au sens de ressentir ce peuple-là. Pourquoi? Je pense qu'on n'a pas ça. Alors, on ne va pas essentialiser quand même les Allemands. Non, je pense qu'Heidegger... C'est pas juste. Je pense que c'est pas juste. Il ne faut pas quand même oublier qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, la France s'est échappée
phénoménal. Il y avait un antisémitisme phénoménal. Moins. Je ne pense pas qu'on puisse. Peut-être que tu veux dire autre chose par rapport à. Je veux dire qu'Heidegger, quand il pouvait, c'est pas les Allemands, c'est pas le peuple allemand. C'est lui qui ressentait ça comme ça. C'est lui que j'essentialise. Mais pourquoi il ne pouvait pas le ressentir autrement? Je n'ai pas compris, moi, alors. Ben, je sais pas, en écoutant le Dasein, comment il s'est constitué, je me dis, globalement, c'est vraiment au sein de sa culture qu'il a pu se constituer. Pour moi, sa philosophie, c'est une philosophie ouverte, c'est-à-dire que c'est une philosophie où il rappelle de manière vraiment insistante que le Dasein a à choisir sa propre existence, qu'il a à être en propre, et c'est ça l'authenticité. Donc, s'il y a mais toute cette facticité de son passé qui lui ferme certaines possibilités, ça n'empêche pas son indétermination existentielle. Donc pour moi, c'est le contraire, quoi. C'est une philosophie qui n'aurait jamais dû tomber là-dedans. Donc, que vraiment, pour moi, cette histoire de destin, c'est une sorte de pièce rapportée de sa philosophie qui ne correspond pas bien à elle. Je pense que, effectivement, j'ai l'impression que Heidegger était encore plus allemand qu'il n'était antisémite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était assez... il était critique envers tous les autres peuples, enfin c'est lui qui les voit comme ça, d'une manière très générale, et il tenait à des caractéristiques proprement allemandes. Mais ça non plus, je trouve que ça ne correspond pas bien à sa philosophie. C'est une philosophie du Dasein qui devrait être beaucoup plus universelle en fait, hein, tout à fait universelle. Oui, mais n'empêche que... Ouais. Mais je ne vois pas d'inéluctable, quoi. Je ne me dis pas, il devait forcément en arriver là. Pour moi, c'est le contraire. C'est plutôt étonnant. Mais je pense qu'il s'est laissé prendre aussi. Quand même, la spécificité, l'antisémitisme... Attends, parce qu'il y a deux personnes qui n'ont pas encore parlé. Je ne sais pas, mettez-vous d'accord. Juste un mot d'abord sur la culture juive. Alors, pour se rendre compte qu'il y a en Europe centrale une culture juive très importante, surtout de se rendre à Prague et de voir les synagogues qu'il y a, les deux cimetières juifs qui existent, etc. On a tout de suite conscience que la vraie culture juive est très importante. Mais je n'ai pas parlé de ça, c'était par rapport à deux notions que tu as développées à la fin, c'est l'antisémitisme et le nationalisme chez Heidegger, enfin, la question de la nation. Parce que je crois qu'il faut associer profondément les deux, notamment par rapport à un courant de pensée que l'historien israélien, l'historien des idées israélien, Zev Sternel, sur lequel il a travaillé, en écrivant notamment un livre qui s'appelle Les Antilumières, où il fait justement toute une traçabilité de l'association entre le nationalisme et l'antisémitisme à partir justement d'un penseur allemand notamment de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelait Herder, d'un penseur anglais qui s'appelait Burke aussi. Il remonte jusqu'à Vico, un penseur napolitain, dans lesquels on surgit, si tu veux, la haine de la Révolution française, qui a effectivement considérablement bouleversé l'époque et qui continue à nous bouleverser d'une certaine façon aujourd'hui, parce qu'elle a fait surgir l'individu, elle a édicté les droits de l'homme, et ça allait complètement à l'envers, ça a inversé complètement toutes les tendances de la société jusqu'à présent, ils ont parlé monarchie, etc. Et avec la notion de peuple. Et Herder, justement, et d'autres bien après lui, ont vraiment dit que, justement, ils étaient contre l'universalisme et que c'était au sein des peuples, et au sein des traditions de chaque peuple qui étaient différentes, qu'il fallait trouver, effectivement, la dynamique de chaque peuple. Et à l'intérieur de ça, certains ont rangé l'antisémitisme. Et cette généalogie des penseurs, elle passe par Georges Sorel, fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Elle passe aussi après, elle passe par Barès,
par les antisémites français, etc. On parlait de Dreyfus, mais elle se poursuit, par exemple, chez les intellectuels allemands du début du XXe siècle, comme Meinecke, comme Carl Schmitt, etc., qui lui était aussi favorable aux nazis. Et pour Zetstermler, justement, tous ces penseurs ont accompagné justement le fascisme, la naissance du fascisme et le nazisme. Donc, il parle bien d'une responsabilité de ces intellectuels. Ce que j'ai noté en lisant les Antiquaires, c'est que ça me paraît curieux, justement, par rapport à ce que tu as dit, et le peu que je connaissais d'Heidegger, c'est qu'il ne parle pas du tout d'Heidegger. Et ça m'étonne complètement. Et je pense que la responsabilité d'Heidegger, elle est pleine et entière, parce que, justement, pour moi, elle est à travers associer le nationalisme, la défense du peuple allemand, etc., comme particulier, avec les traditions, et puis ayant le destin, et l'antisémitisme. Oui, juste pour répondre sur le fait que c'est étonnant, n'oublie pas que ces carnets sont seulement publiés maintenant. Ils viennent d'être publiés en Allemagne. Et avant ça, on pouvait dire, il y avait un des éditeurs de Heidegger disait je peux affirmer qu'il n'y a pas dans tout Heidegger, dans tout ce qui est publié, une seule ligne antisémite. Et c'était sans doute vrai à l'époque et il a été forcé de dire maintenant que ceci est publié, ce n'est plus vrai. Donc il y a quand même, bon, enfin ça c'est juste ponctuel. Oui, Marc, oui. Je voulais un peu sur Heidegger, le problème de la culture allemande aussi. C'est quand même, bon, on dit les Allemands, c'est un peuple, c'est une nation, ils ont une grande culture et tout, mais on voit qu'Heidegger, quand il prend la direction du rectorat de Fribourg, ce qu'il veut, c'est un savoir décloisonné, c'est de briser les spécialisations et tout. Et ce qui est étonnant, c'est que, bon, cette vision, c'est quand même une vision d'ouverture, on peut dire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la même époque, le régime qui soutient, et c'est là que moi je ne comprends plus très bien, mais je pense que c'est un peu la contradiction de pas mal d'intellectuels allemands, c'est ouverture et repli sur leur propre culture. C'est qu'en même temps, à Berlin, il y a une expérience fabuleuse qui est le Bauhaus, et qui est vraiment quelque chose qui commence l'Europe des années, des décennies avant qu'elle ait été commencée, c'est-à-dire des professeurs qui viennent de toute l'Europe, qui enseignent dans des disciplines qui n'étaient pas des disciplines universitaires et tout, qui sortent de l'université dans la vie courante et tout. Et on a l'impression que, je ne sais pas, Heidegger qui serait un penchant, qui voudrait ouvrir vers là, en même temps, il participe à ceux qui détruisent le Bauhaus. Ils ont détruit le Bauhaus, c'est sûr. Hein. Et donc, je ne comprends pas. Et actuellement, on le retrouve dans l'Europe, où quand même l'Allemagne veut une Europe, c'est-à-dire veut que ça ne tourne pas que sur les États-nations et tout. Et en même temps, et c'est très fort en ce moment dans la politique allemande, mais en même temps, il y a aussi ce repli autour de valeurs, de soi-disant valeurs qui seraient communes à ce peuple-là et tout. Pour moi, ça me paraît, je veux dire, l'histoire n'est pas finie. Quoi. Là, l'histoire est vraiment... Ils sont complètement séparés. Thomas Mann, Raphaël Mann est complètement différent. C'est de la même époque. Donc c'est bien des intellectuels allemands qui sont séparés de cette idéologie. Oui. Donc oui, il n'y a pas... Oui, mais justement, le cas de la famille Mann, où il y a un côté qui est d'un côté des fascistes et de l'autre côté qui est... Si, quand même. Il y a un côté qui n'a pas critiqué le régime et qui a vécu dans la période du régime. Et il y en a une partie, c'est-à-dire un des frères apparemment, qui lui s'est éloigné de ça et tout. C'est vraiment la contradiction de... En tout cas, sur le discours du rectorat, il faut être plus précis, parce que, bon là je l'ai sous les yeux, mais c'est un peu long quand même pour être lu, mais quand il parle de décloisonnement, etc., alors lui c'est vraiment dans l'optique de la philosophie, c'est-à-dire c'est vraiment une critique de la science qui est axée sur
l'utilitaire ou sur la maîtrise de l'étant au sens objectivant. Enfin, tout ça, c'est le développement de sa philosophie, en fait. Et donc, c'est déjà beaucoup plus une critique de l'utilitarisme, de la technique, de la science comme débouchant sur l'industrie, voilà, de tout ce qui est l'opposition au savoir, en fait, désintéressé, hein, savoir désintéressé comme est le savoir philosophique, entre autres. C'est plutôt ça qui développe. Et donc, en fait, c'est ouvert, mais non pas ouvert sur nécessairement toutes les cultures du monde. Ça non, ça jamais il mentionne, au contraire. C'est vrai, il y a vraiment l'idée que ça c'est proprement européen et ça remonte aux Grecs. Et il n'y a, selon lui, que les Allemands qui sont des vrais héritiers des Grecs. Des héritiers parce que, effectivement, dans tous les domaines, disons, de la connaissance de l'Antiquité, ils ont été des pionniers et que, bon, ce sont eux les grands philologues, ce sont eux les grands archéologues, ce sont eux les philosophes qui, vraiment, ont revivifié la tradition grecque, ça c'est indéniable. Et donc lui, il pense qu'il n'y a que eux qui sont capables d'avoir ce type de savoir approfondi, que eux qui sont capables, j'exagère un tout petit peu, mais que vraiment c'est une mission pour les jeunes Allemands de faire revivifier ça. Donc c'est pas une ouverture sur les autres cultures. Ça non. Tu voulais encore dire quelque chose? Non, moi je voulais revenir sur la fin, là, sur cette inquiétude. Moi aussi j'ai cette inquiétude parce que toute la position, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est vraiment la conquête de sa liberté et cette perméabilité de quelqu'un qui la défend aux préjugés de l'époque, moi ça m'inquiète aussi et ça m'interroge alors que tout ce qu'on a suivi avec toi depuis le début de tes cours, c'est vraiment cette affirmation-là. Et on suit Heidegger jusqu'à un moment où on arrive à une impasse. Enfin, une impasse. Bon, après, il semblerait que c'est une période, quoi. Hein. Trauny dit que c'est une période qui se termine vers 1950. Bon, c'est vrai qu'il a dû se défendre. Bon, il a été inculpé, bien sûr. Il a été suspendu de cours jusqu'en 51. Il a dû se justifier. Mais semble-t-il, progressivement, il se serait rendu compte de s'être trompé. C'est possible. Puis après, ce qu'il a développé après, c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'il annonce dans Être et Temps. Donc c'est vraiment l'exploration surtout à partir des philosophies de l'Antiquité, hein, l'exploration de l'ouverture à l'être. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a plus jamais rien qui ressort de ce type-là. Même pas... Alors, est-ce qu'il y a eu un tout petit peu... On se demande même s'il n'y a pas eu un tout petit peu d'opportunisme quand même. Je veux dire, au minimum, dans la manière de saluer l'État, etc. Bon, ça, peut-être bien. C'est long. Pardon? Je dis 17 ans, c'est long. Depuis 31. Ben ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est pas non plus une phase uniforme. Mais ça, on le saura mieux quand on aura la publication. Est-ce qu'il n'a jamais quitté le parti? Il n'a jamais quitté le parti? Je sais pas. J'ai pas vu d'informations précises là-dessus. Enfin, j'ai vu des informations un peu contradictoires, donc je sais pas. C'est ce que j'ai cru. C'est possible. Il n'a jamais quitté le parti. Il y a même eu des dénonciations de collègues de l'université. Enfin, ça c'est ce qu'on retrouve dans les écrivains qui sont partis aux États-Unis. Faut voir, hein, C'est-à-dire qu'il aurait dénoncé? Mais bien sûr. Non, mais c'est pas si sûr que ça. En fait, il y a beaucoup d'informations contradictoires. C'est ce que disent certains, puis d'autres disent autre chose. De toute façon, ici, si vous voulez, la question factuelle, ça, il faut aller la vérifier. C'est un travail de recherche, d'archives. C'est pas tellement. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir au niveau philosophique qu'est-ce qui est nécessairement lié à sa philosophie ou pas. Et voilà. Et donc, je pense que dans sa philosophie, il n'y avait pas besoin de cet exemple des Juifs, mais en revanche, il y a dans sa philosophie quelque chose d'inquiétant avec l'idée de destin d'un peuple. Et en même temps, quand on dit inquiétant, ça ne veut pas dire non plus qu'on peut l'évacuer comme ça, parce que c'est une question importante. Enfin, je veux dire, le fait que nous soyons
influencé par notre culture, comment le nier? Donc là, toute la question, c'est, voilà, la question de la liberté, elle doit tenir compte de ça. Elle doit se dire, bon, c'est une liberté non seulement en situation, comme dit Sartre, mais Sartre, il a l'air de parler d'un sujet, effectivement, qui n'a pas de culture. Et je trouve que c'est une faiblesse, en fait, parce que c'est important, cette différence, quoi. Bon, Husserl et Sartre, ils nous montrent une conscience qui, certes, est en situation dans un monde matériel, tout ce qu'on veut, mais, donc dans un corps, enfin, tout ça, ils en tiennent compte, mais tous les préjugés culturels de cette conscience, ils en parlent extrêmement peu. Ils font comme si, par l'époquet, enfin, ils font comme s'il y avait une possibilité d'atteindre donc un sujet totalement universel. Ce qui n'est pas très, très réaliste de fait. Enfin, c'est-à-dire le fait de prendre en compte, parce que quand Heidegger dit le fait même de faire de l'histoire est historial, il a raison. Toutes les cultures ne font pas de l'histoire. Donc c'est quelque chose qui a été formé justement par l'histoire. Donc il a raison d'estimer que certaines possibilités ne peuvent éclore qu'au sein d'un certain peuple. C'est tout à fait vrai. Donc après, pour moi, toute la question est quelle place on donne dans cette dans cette tension entre deux éléments contraires, quelle place on donne à l'un et à l'autre. Mais la question de la liberté doit en tenir compte. Oui. Je trouve que c'est dommage qu'il justement il n'ait pas pu davantage développer comment un Dasein se délivre de sa tradition, s'il veut s'en délivrer. Parce que justement, par rapport au moment, il y a un processus de désaliénation. Hein, oui. Si, il y a une possibilité pour le Dasein de s'ouvrir à l'être. Oui. Hein, bon. Moi, ce qui me gêne un peu, alors même si ça fait un peu cornichon de remettre en cause sa conception de l'angoisse, bon, ça a une logique qu'il faut respecter, hein, mais je ne vois pas très bien. Par contre, tout ce qu'il disons, développe sur ce qu'est l'angoisse, ça ressemble beaucoup plus à l'angoisse qu'on peut rencontrer en tant que praticien. Hein. À l'angoisse et le psychanalyste, si on veut, hein, que celle de Sartre, ça c'est certain. Mais on ne voit pas très bien comment, justement, à partir de cet état d'angoisse, il y aurait quelque chose de l'ordre de la liberté du choix qui serait possible. Je ne vois pas très bien pourquoi il faut que ce soit dans un moment d'angoisse, dans un moment quasi anéantissant, hein, que justement il y ait quelque chose qui surgisse d'une possibilité de choix, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une possibilité de se défaire hein, de ces déterminations, de cette espèce de robotisation dans laquelle on est traditionnellement pris. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose là qui coince. Pour moi, ça coince sec même. Hein. Oui. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai sans doute beaucoup trop résumé, parce que c'est long cette description. Mais je pense que l'étape principale, c'est que l'angoisse, c'est une expérience rare. Hein, c'est une expérience rare où tout d'un coup, tout nous échappe. Tout nous échappe. Donc tout ce qui était ferme, parce que habituel ou parce que acquis, nous échappe. Aussi bien du côté des étangs du monde que du côté des autres personnes. Et par conséquent, tout d'un coup on se retrouve seul. Tout d'un coup on se retrouve sans appui. Et alors on fait la découverte que ce qu'on est réellement, ce n'est pas être un étang. Non seulement on n'est pas un étang, on n'est pas du même ordre que ces choses qui tout d'un coup n'ont plus aucun sens pour nous. Et en même temps que on a à être quelque chose qui par conséquent n'est pas défini. On découvre le fait d'être à ce point indéfini. Et en même temps, immédiatement on le fuit, enfin le fait qu'on le fuit prouve aussi, enfin, et vers quoi on le fuit, le fait qu'on le fuit pour retourner le plus vite possible dans l'étang et dans la familiarité, montre aussi que c'est bien ça qu'on fuit. Je trouve que c'est une angoisse extraordinairement productive du côté du positif. Je trouve que c'est une angoisse riche. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose... c'est un peu ce qui me faisait aussi un peu tiquer chez Sartre. Mais attention, il ne dit pas que l'angoisse, d'ailleurs pas plus que Sartre, que l'angoisse est l'épreuve qui nous permet de nous reprendre en main. Il dit que l'angoisse est le signe que la liberté existe.
Sartre disait la même chose. C'est un indice. C'est un indice. Le fait qu'on rencontre ça lors de ces moments tout à fait exceptionnels montre simplement que cette indétermination est bien la nôtre. Mais c'est pas là nécessairement que se fait la résolution, comme ils disent, enfin, je veux dire la résolution, le désir de se prendre en main, c'est pas nécessairement là. C'est la prise de conscience de l'indétermination qui est l'angoisse. Oui, oui, que permet l'angoisse, mais c'est pas nécessairement pour ça qu'à ce moment-là on va changer. Et on n'a pas nécessairement besoin non plus de l'angoisse pour changer, enfin pour décider de choisir soi-même sa possibilité. Voilà. Donc c'est un révélateur l'angoisse, mais c'est pas la cause de la libération. Oui. Non, mais ça c'est important effectivement d'avoir précisé ça. Oui, Marc, vas-y. À un moment donné, tu as parlé de destin du placé. Oui. Le destin, c'est très grec, ça. Oui, mais c'est pas dans le sens grec. C'est pas dans le sens grec, parce que c'est vrai que dans le sens grec, le destin, c'est vraiment une force complètement extérieure aux humains. C'est la force à la fois divine et aléatoire, à laquelle on ne peut pas échapper. Quoi qu'on fasse, c'est vraiment une manière de dire, qu'on ne peut pas maîtriser sa propre vie. Tandis que le destin ici, c'est le fait justement de se livrer, donc de se livrer à la possibilité transmise et choisie. Donc c'est quand même une possibilité de choix, le destin. Mais de choix dans un héritage. C'est vraiment autre chose que ce destin grec qui est le contraire de tout ce qu'on peut prévoir, décider. C'est ce qui nous arrive en dépit de tout ce qu'on va justement mettre en place pour y échapper. Le destin rattrape toujours l'homme grec, non ? Le destin, c'est ce qui le rattrape toujours, quoi qu'il ait fait pour lui échapper. Mais si c'est pas ça. Pardon ? Oui, vas-y. Est-ce qu'Anna Arendt a dit quelque chose de l'antisémitisme? Oui, oui, elle en a dit des choses. Il y a des choses dans leur correspondance qui a été publiée partiellement, pas entièrement. Alors, elle a jamais beaucoup accablé Heidegger en public. Pas en public, mais en privé, dans des lettres, par exemple, à des amis communs. Oui, elle s'est... enfin, pas directement l'antisémitisme, peut-être, mais certains aspects... Enfin, oui, de toute façon, certains de ses compromis, quoi, elle les a critiqués. Mais en privé. Bon, Hannah Arendt, elle l'admire, quoi, et elle ne cesse jamais de l'admirer. Donc, elle ne va pas l'attaquer en public. Mais elle ne s'est pas trop gênée en privé. Voilà. C'est plus que de l'admiration, c'est de l'amour. Ça a été de l'amour. Bon, pas toute leur vie, mais ça a été une histoire d'amour. Et puis mais l'admiration, elle l'a gardée, quoi. Et de fait, je veux dire, il y a quelque chose d'admirable, quoi. C'est une pensée extraordinaire. Enfin, là, moi, je fais un résumé très très succinct qui a l'air un peu sec, mais quand on le lit, c'est admirable comme pensée. Hein. C'est une belle écriture. Ça parle vraiment à quelque chose de profond en nous. Enfin, c'est vraiment une pensée comme il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc on l'admire, je comprends. Enfin bon, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui disaient heureusement qu'il y a Heidegger parmi nos professeurs, quoi, parce que oui, c'était un professeur, semble-t-il, assez extraordinaire, quelqu'un de très fascinant. Donc je comprends bien que on ne soit pas obligé de tout remettre en question, hein, de lui dénier toute qualité à cause de ça, même si en même temps ça non plus on ne peut pas le nier. Voilà. Personne n'est parfait, quoi. Est-ce que tu penses que quand même sa philosophie, sa pensée a influencé certains courants politiques
après les années 60, 68 et tout. Alors ce qu'il continue à influencer, sans aucun doute, c'est la pensée anti-technicienne. Hein. Ça, là, c'est clair, quoi. Il y a beaucoup du vocabulaire de Heidegger qui est repris comme l'arraisonnement, comme oui, dans les milieux qui dénoncent l'industrialisation du monde. Günther Anders, qui a été cité la semaine dernière, on peut dire qu'il fait un peu le lien. C'est la même génération qu'Hannah Arendt, et lui, il est extrêmement critique envers cette civilisation destructrice. Bon, c'est tout à fait et lui, à Anders se réfère aussi beaucoup de mouvements anti-techniciens actuels. Enfin, j'ai pas envie de dire technophobe parce que ça fait très, enfin, comme si ça n'avait pas de sens. Enfin, mais oui, ça a un sens, bien sûr. Oui, il y a un relais, quoi, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a chez Heidegger une dénonciation, je le connais très peu, hein, j'ai dû lire une page de lui dans toute ma vie, mais pour des raisons personnelles. Est-ce qu'il y a chez lui une dénonciation ou une critique des philosophes utilitaristes anglais? Je ne suis pas sûre. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il se soit attaqué directement. En fait, quand il s'attaque à la raison instrumentale, c'est beaucoup moins évident que ça. C'est chez Descartes, par exemple, qui voit la raison instrumentale. Donc, c'est des choses beaucoup moins évidentes. C'est plutôt qu'il dénonce dans un certain type de raison le désir de puissance, de maîtrise. Et c'est beaucoup plus au XVIIe que, oui, ce qui est directement... Parce que les utilitaristes anglais, en fait, c'est des moralistes. Hein. Ce sont des moralistes qui expliquent que la morale se suffit de l'intérêt. Ça n'a même pas... Je pense que pour lui, c'est même pas une vraie philosophie digne de ce nom, quoi. C'est même pas digne d'intérêt ou de critique, non. Il s'attaque vraiment à la raison comme construction philosophique de la raison, etc. Ce qui est vraiment plus difficile. Christine. Est-ce que tu pourrais revenir sur la définition que tu as donnée du néant chez Heidegger? Parce que j'ai trouvé que c'était très beau quand tu disais la distance que la conscience opère par rapport à l'étrangeté du monde. Oui. Cette phrase, mais... Oui, c'est ça. Distance ou décollement. Hein, donc, c'est les deux termes qu'il utilise. Donc, lorsque, à nouveau, donc dans l'angoisse, quand le monde ordinaire n'a plus de sens, enfin, nous échappe complètement, qu'on se sent mal, et qu'en même temps surgit l'étang, mais un étang tout à fait étranger à nous, et en même temps le néant, à ce moment-là, le néant, ce serait la distance entre cet étang étranger à nous et nous, comme Dasein. Donc ce serait puisqu'il ne veut pas dire négation, hein, il dit décollement ou éloignement ou expulsion, répulsion, il utilise aussi ces termes-là, c'est juste expulsion, répulsion de nous par rapport à l'étang. C'est comme si on était, nous, expulsés de l'étang par le néant. Voilà, c'est ça qu'il théorise, tout en disant bien que c'est une thèse très, enfin comment dire, qui va avoir du mal à passer, quoi. Il se rend compte que c'est une thèse qui va être très contestée, qu'il entend déjà toutes les objections, et qu'on a du mal à imaginer le néant qui ne soit pas négation, quoi. Qui ne soit ni le rien ni la négation, qui sont les deux modalités du néant qu'on connaît bien. Mais là, c'est ça. Le néant sépare le Dasein de l'étang. Mais l'expulse, oui, l'expulse aussi. Mais ça permet ensuite, ça peut permettre de rupture. Peut-être que ça serait là. Alors, je pense, effectivement, il dit que c'est une expérience fondatrice, hein, c'est de ce néant-là, c'est ce néant-là qui est l'origine de toutes les négations par après. Donc, ça nous constitue en fait comme capable de nier. Ça nous constitue comme capable de nier. D'une certaine façon, il y a quelque chose là-dedans, curieusement, qui évoque ton rapport réel, la table rase, et c'est peut-être un moment justement qui, du fait qu'on est apparemment rejeté, seul, c'est un moment de rupture et peut-être de désaliénation par rapport à tout ce qui nous a déterminé.
Je pense que tu le psychologises trop, c'est-à-dire que, tu vois, tu le psychologises parce que d'emblée, tu te mets dans... Ce n'est pas... enfin, c'est une expérience existentielle, donc c'est une expérience où on se pose par rapport aux étangs dans une attitude ontologique, dans une attitude où on différencie les deux êtres. On différencie l'être de l'étang et l'être du Dasein. Et le néant permet cette différenciation entre l'être de l'étang et l'être du Dasein. Ben, ni plus ni moins, enfin je trouve que c'est beaucoup. Oui. Alors, tu as dit, il y a ceci deux choses qui me paraissent quand même un peu. Tu as dit que tous les états sont en relation avec l'utilisation et l'usage. Tu as dit qu'il était très critique contre la science parce que la science, ce n'est que de la production utilitaire. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit qu'il était critique, je n'ai même pas dit qu'il était critique, j'ai dit que justement tout cet aspect familier, ustensile, activité, etc., ça fait partie de l'être au monde, quoi. Ça fait partie de notre être au monde dans la préoccupation. C'est notre être au monde principal, il ne s'agit pas de le supprimer, sinon on n'existe plus. Donc il n'est jamais très critique, enfin, de tout ce qui est les dimensions du Dasein. Et l'attitude scientifique, alors ce qu'il a dit, c'est que donc, la connaissance scientifique, c'est un autre type d'être au monde où on suspend la préoccupation, donc on ne s'occupe plus de l'utilité des choses, parce qu'on essaye de les identifier, de les déterminer, de les comprendre, donc on passe à une observation désintéressée. Ce qui n'est absolument pas critiqué, c'est une observation désintéressée, c'est un mode d'être important. Que le fait que le Dasein seul justement soit capable d'avoir cette attitude montre à quel point ça fait partie de son existence. C'est une forme de son existence et qui n'appartient qu'à lui, quoi. De pouvoir ne plus être du tout dans la préoccupation et de manière désintéressée étudier quelque chose. Mais simplement, donc, sa critique des sciences, elle est plutôt tout au début de l'ouvrage, et encore c'est une critique, si tu veux, c'est simplement, il fait remarquer la limite de l'attitude scientifique, les limites de la science, c'est que les sciences assument, sans s'interroger, justement, l'être de leurs objets. On en avait discuté la fois dernière parce que tu avais parlé de Bohr, etc. Mais oui, les sciences ne font pas de l'ontologie, quoi. Enfin voilà, finalement c'est la seule chose finalement ça se réduit à ça. Les sciences ne font pas de l'ontologie, c'est leur limite, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique, il n'est pas du tout, c'est pas un anti-scientiste, loin de là, quoi. Enfin, un anti-scientifique. Par contre, la dérive technique, dans la mesure où elle est extrêmement destructive, tu vois, dans la mesure où elle détruit le rapport à l'étang, dans la mesure où elle détruit le monde même qui permet qui permet une écoute de l'être, enfin, dans la mesure où elle détruit aussi le Dasein lui-même, enfin la technique détruit le Dasein, elle le rend incapable de sortir, enfin, plus on a d'objets techniques, plus on a de mal à sortir de la préoccupation, parce qu'on est tout le temps happé par ces objets. Donc c'est en ça, par rapport à ça, oui, ça pour lui c'est le grand danger de notre civilisation. Et donc en ce sens, effectivement, il y a une reprise actuelle de critique, une reprise de Heidegger en ce sens, quoi, pour dire le danger de la technique en tant qu'elle nous happe et elle nous empêche de penser à autre chose. Voilà, mais si on a épuisé le sujet, bonnes vacances.